Quand j'étais à l'école primaire, chaque matin de l'année scolaire se déroulait selon le même rituel. Mes parents se levaient vers 7 heures, ma mère préparait le petit déjeuner pendant que mon père prenait sa douche. Je me levais à mon tour vers 7h30, me lavais et m'habillais en vitesse, puis descendais prendre mon petit déjeuner, après avoir planté un baiser sur la joue de ma mère qui buvait son café, puis de mon père qui lisait son journal. Ensuite, mon père partait au travail. Je quittais la maison à mon tour, un quart d'heure plus tard, souvent en compagnie d'un ou deux voisins qui se rendaient à la même école. Quand nous arrivions à l'école, le directeur se tenait devant la grille qui donnait accès à la cour de récréation et tendait la main à tous les élèves qui arrivaient. Nous nous acquittions d'un bonjour monsieur avant d'entrer dans la cour pour profiter des quelques minutes précédant la sonnerie qui signalerait le commencement des classes. Un beau matin, après avoir embrassé mon père comme de coutume, je l'entendis me dire « Fiston, tu n'es pas obligé de me dire bonjour monsieur chaque matin, puisque nous nous saluons à la maison de toute façon. » Eh oui, le directeur de l'école, c'était mon père, et je croyais bien faire en imitant mes camarades de classe pour ne pas paraître jouir d'un statut privilégié en ne le saluant pas comme les autres. Quand j'étais à l'école primaire, chaque matin de l'année scolaire se déroulait selon le même rituel. Mes parents se levaient vers 7 heures, ma mère préparait le petit déjeuner pendant que mon père prenait sa douche. Je me levais à mon tour vers 7h30, me lavais et m'habillais en vitesse, puis descendais prendre mon petit déjeuner, après avoir planté un baiser sur la joue de ma mère qui buvait son café, puis de mon père qui lisait son journal. Ensuite, mon père partait au travail. Je quittais la maison à mon tour, un quart d'heure plus tard, souvent en compagnie d'un ou deux voisins qui se rendaient à la même école. Quand nous arrivions à l'école, le directeur se tenait devant la grille qui donnait accès à la cour de récréation et tendait la main à tous les élèves qui arrivaient. Nous nous acquittions d'un bonjour monsieur avant d'entrer dans la cour pour profiter des quelques minutes précédant la sonnerie qui signalerait le commencement des classes. Un beau matin, après avoir embrassé mon père comme de coutume, je l'entendis me dire « Fiston, tu n'es pas obligé de me dire bonjour monsieur chaque matin, puisque nous nous saluons à la maison de toute façon. » Eh oui, le directeur de l'école, c'était mon père, et je croyais bien faire en imitant mes camarades de classe pour ne pas paraître jouir d'un statut privilégié en ne le saluant pas comme les autres. Quand j'étais en Louisiane, je donnais des cours de français dans deux écoles primaires de Bâton-Rouge. L'une dans un quartier habité par les classes moyennes, l'autre dans un quartier plutôt défavorisé. La plupart des élèves dans cette deuxième école n'avaient jamais vu la mer, pourtant à 2 heures de Bâton-Rouge, n'étaient jamais sortis de leur ville, voire pour certains de leur quartier. Les salaires en Louisiane étant relativement modestes pour un enseignant, je vivais en appartement et je circulais dans une vieille Toyota qui avait plus de 20 ans et qui affichait près de 300 000 km au compteur. Je me souviens de ce petit bonhomme, il devait avoir 8 ou 9 ans, qui savait que j'étais originaire de Belgique et qui, me voyant descendre de ma Toyota un beau matin, m'a demandé avec le plus grand sérieux « Dites, avec une voiture comme ça, vous quittez la Belgique à quelle heure pour arriver ici à temps pour l'école ?» Quand j'étais en Louisiane, je donnais des cours de français dans deux écoles primaires de Bâton-Rouge. L'une dans un quartier habité par les classes moyennes, l'autre dans un quartier plutôt défavorisé. La plupart des élèves dans cette deuxième école n'avaient jamais vu la mer, pourtant à 2 heures de Bâton-Rouge, n'étaient jamais sortis de leur ville, voire pour certains de leur quartier. Les salaires en Louisiane étant relativement modestes pour un enseignant, je vivais en appartement et je circulais dans une vieille Toyota qui avait plus de 20 ans et qui affichait près de 300 000 km au compteur. Je me souviens de ce petit bonhomme, il devait avoir 8 ou 9 ans, qui savait que j'étais originaire de Belgique et qui, me voyant descendre de ma Toyota un beau matin, m'a demandé avec le plus grand sérieux « Dites, avec une voiture comme ça, vous quittez la Belgique à quelle heure pour arriver ici à temps pour l'école ?» Dans une ville comme Ho Chi Minh Ville, où les transports publics ne sont pas toujours efficaces
et où les taxis sont considérés comme un luxe, la moto est le moyen de transport de prédilection des habitants. Quand nous habitions au Vietnam, ma femme et moi avons donc fait les frais d'une moto. Je me souviens d'un jour où nous avions rendez-vous avec un ami dans un hôtel du centre-ville, à une demi-heure de chez nous. Nous voilà donc partis à deux sur la moto, moi qui conduis et ma femme sur le siège arrière. En route, je m'arrête à la poste, où ma femme descend rapidement de moto pour glisser une lettre dans la boîte postale. Et nous voilà repartis. Parfois au feu rouge, je fais la conversation à ma femme, tout en gardant un œil sur le trafic, qui est toujours très animé à Ho Chi Minh Ville. À 15 minutes de l'hôtel, je m'apprête à démarrer au feu vert, quand je crois entendre quelqu'un crier mon nom. Je me retourne et, surprise, je vois un cyclopousse s'approcher de moi à toute vitesse. Le conducteur était d'ailleurs tout essoufflé, car il s'efforçait de me rattraper depuis un bon moment. Avec, à bord du cyclopousse, ma femme. Elle m'a raconté que je l'avais perdue à la poste. Elle avait déjà levé une jambe pour enfourcher la moto quand j'ai démarré. Elle avait d'abord cru que je lui faisais une blague et que j'allais m'arrêter plus loin. Quand elle m'a vu me perdre dans le trafic, elle a compris que je ne m'étais pas aperçu de son absence sur la moto. La situation était tellement cocasse que nous avons tous deux été pris d'un énorme fou rire, au plus grand étonnement du conducteur de cyclopousse qui ne comprenait visiblement rien à la situation. J'ai également réalisé que j'avais fait la conversation à chaque carrefour alors que j'étais seul sur la moto. Dans une ville comme Ho Chi Minh Ville, où les transports publics ne sont pas toujours efficaces et où les taxis sont considérés comme un luxe, la moto est le moyen de transport de prédilection des habitants. Quand nous habitions au Vietnam, ma femme et moi avons donc fait les frais d'une moto. Je me souviens d'un jour où nous avions rendez-vous avec un ami dans un hôtel du centre-ville, à une demi-heure de chez nous. Nous voilà donc partis à deux sur la moto, moi qui conduis et ma femme sur le siège arrière. En route, je m'arrête à la poste, où ma femme descend rapidement de moto pour glisser une lettre dans la boîte postale. Et nous voilà repartis. Parfois au feu rouge, je fais la conversation à ma femme, tout en gardant un œil sur le trafic, qui est toujours très animé à Ho Chi Minh Ville. À 15 minutes de l'hôtel, je m'apprête à démarrer au feu vert, quand je crois entendre quelqu'un crier mon nom. Je me retourne et, surprise, je vois un cyclopousse s'approcher de moi à toute vitesse. Le conducteur était d'ailleurs tout essoufflé, car il s'efforçait de me rattraper depuis un bon moment. Avec, à bord du cyclopousse, ma femme. Elle m'a raconté que je l'avais perdue à la poste. Elle avait déjà levé une jambe pour enfourcher la moto quand j'ai démarré. Elle avait d'abord cru que je lui faisais une blague et que j'allais m'arrêter plus loin. Quand elle m'a vu me perdre dans le trafic, elle a compris que je ne m'étais pas aperçu de son absence sur la moto. La situation était tellement cocasse que nous avons tous deux été pris d'un énorme fou rire, au plus grand étonnement du conducteur de cyclopousse qui ne comprenait visiblement rien à la situation. J'ai également réalisé que j'avais fait la conversation à chaque carrefour alors que j'étais seul sur la moto. Coup de cœur, livre. Au programme aujourd'hui, Expiation, un livre anglais de Ian McEwan de 2001. Dans ce superbe roman de Ian McEwan, le personnage qui doit expier, c'est Bryony, coupable d'une erreur de jeunesse qui affectera profondément, voire détruira, plusieurs vies de son entourage, mais aussi la sienne. Ce lent processus de destruction commence quand Bryony, âgée de 13 ans et dotée d'une imagination très forte, se livre à un cruel mensonge. Jalouse de la passion qui lie sa sœur aînée Cecilia et Robbie, le fils de la servante employée par la famille bourgeoise à laquelle elle appartient, Bryony prétend que Robbie est coupable du viol dont sa cousine a été victime. Son unique témoignage suffit à convaincre les enquêteurs de la culpabilité de Robbie. Plus tard, Robbie obtient sa libération en échange de la promesse d'aller se joindre au front en ce début de Première Guerre mondiale. Bryony, devenue une jeune adulte, s'engage comme infirmière pour tenter d'expier le crime dont elle s'est rendue coupable dans sa jeunesse. Sa route croisera celle de sa sœur trahie et de l'amant de celle-ci, dont elle essaie d'obtenir le pardon.
un livre remarquable dont, une fois n'est pas coutume, l'adaptation au cinéma est également une grande réussite. À lire et à voir absolument. Coup de cœur livre. Au programme aujourd'hui, Kafka sur le rivage, un livre japonais de Haruki Murakami de 2002. Apprécier les livres de Murakami, c'est accepter de partager un univers surréaliste où rêve et réalité se côtoient sans arrêt et où la frontière entre l'un et l'autre monde n'est pas toujours clairement déterminée. Amateur de Queneau ou de Vian, de Calvino ou de Richard Brautigan, ce livre est pour vous. Kafka sur le rivage se résume difficilement, on se contentera d'indiquer que le héros, Kafka Tamura, part à la recherche de sa mère et de sa sœur, et que dans sa quête, il croisera sur son chemin des personnages hauts en couleur, des esprits, mais aussi des chats qui parlent ou des poissons tombant du ciel. Sans oublier le colonel Sanders, tout droit sorti d'une publicité pour Kentucky Fried Chicken. Pour ceux qui aiment se faire conter des histoires où se mêlent humour et poésie, Kafka sur le rivage est un grand moment de bonheur. Coup de cœur livre. Au programme aujourd'hui, C'est ainsi que les hommes vivent, un livre français de Pierre Pelot de 2003. Pour les lecteurs français, Pierre Pelot est souvent synonyme de science-fiction, littérature fantastique ou roman noir. Avec C'est ainsi que les hommes vivent, Pierre Pelot s'attaque à un genre complètement différent, le roman historique, et il faut avouer que c'est une grande réussite. Originaire des Vosges, c'est cette région riche en histoire que Pierre Pelot met en scène dans ce gros roman de plus de 1100 pages, où alternent deux récits, l'histoire de Lazare Gros-de-Mange, qui à la suite d'un accident cardiaque en 1999 a perdu la mémoire et essaie d'éclaircir les circonstances de son accident, et l'histoire au début du XVIIe siècle de Dolla, témoin et acteur des épisodes les plus sanglants de la guerre de 30 ans. Le récit moderne, aussi bien que le récit historique, sont l'un et l'autre passionnants, de même que le fil qui lie ces récits l'un à l'autre. Le récit historique est également servi par une langue extrêmement riche, un lexique de mots anciens est fourni en appendice, et des descriptions basées sur une sérieuse documentation, mais où le romanesque demeure l'attrait principal. Un merveilleux livre à lire en vacances de préférence, car il s'agit d'un gros pavé, mais qui se dévore. Coup de cœur livre. Au programme aujourd'hui, La physique des catastrophes, un livre américain de Marisha Passel de 2007. Voici un roman inclassable, à la fois très érudit et très plaisant à lire, qui a eu entre autres les honneurs de la New York Times Book Review. L'héroïne de ce roman puzzle, Bleu Van Meer, est ballottée d'un bout à l'autre de l'Amérique au gré des affectations de son père, prof d'université qui a du mal à rester plus de 6 mois au même endroit. Bleu connaît ainsi la douloureuse expérience des déménagements et aménagements successifs, ainsi qu'à chaque fois les tentatives d'intégration dans des dizaines d'écoles différentes alors qu'elle n'a pas encore 18 ans. Ce n'est que lorsqu'elle est en classe de terminale qu'elle apprend de son père qu'ils passeront l'année à Stockton, petite ville universitaire de Caroline du Nord, et qu'ils n'en bougeront pas au moins jusqu'au jour où elle reçoit son diplôme. Bleu apprend donc à s'intégrer dans ce nouveau lycée
et à se faire accepter notamment par une de ses cliques, le groupe très huppé des Sangs Bleus, gravitant autour de l'énigmatique prof d'anglais Hannah Schneider. Le roman, qui commence comme un livre d'initiation, se transforme pour sa deuxième partie en roman policier quand Bleu et le lecteur s'efforcent de comprendre le pourquoi de deux morts mystérieuses, dont celle d'Anna. Le roman, truffé de fausses citations plus cocasses les unes que les autres, est une véritable invitation à la lecture. Coup de cœur livre. Au programme aujourd'hui, L'Aube des rêveurs, un livre américain de Mary Doria Russell de 2009. Agnès Shanklin est une institutrice proche de la quarantaine dans une petite ville de l'Ohio. Nous sommes en 1919, la Première Guerre mondiale vient de se terminer et l'Amérique est victime d'une terrible épidémie de grippe qui fait des milliers de victimes. Agnès, toujours non mariée malgré une certaine pression de ses proches, a besoin de changer d'air et décide de visiter le Moyen-Orient et en particulier l'Égypte en compagnie d'un chiot qu'elle vient d'adopter. Au Caire se déroule la conférence pour la paix. Agnès y fait la connaissance de Lawrence d'Arabie et de Winston Churchill. La romancière s'y prend très bien pour mêler aux personnages fictifs du roman des personnages historiques. Entre deux réunions au sommet ou au pique-nique en compagnie des grands de ce monde, Agnès passe une grande partie de son temps en compagnie de Karl Weibacher, un espion allemand. La première partie du livre traite donc du séjour égyptien d'Agnès, tandis que la seconde partie parle de son retour en Ohio, de ses investissements puis des effets de la crise de 1929 et enfin de sa conversion forcée à une nouvelle profession, bibliothécaire de l'école primaire de sa ville. Un très beau roman de voyage, mais également une réflexion sur le statut et l'émancipation de la femme au début du XXe siècle. Dans l'épisode célèbre de la Madeleine de Marcel Proust, un biscuit trempé dans une tasse de thé devient déclencheur du souvenir et permet au narrateur de se commémorer un épisode particulier de son enfance. Bizarrement, le texte de Proust évoque le goût du biscuit et du thé, mais pas leur odeur. Quant à moi, je remarque bien souvent que ce qui déclenche des souvenirs liés à des lieux qui me sont chers ou qui m'ont marqué pour une raison ou pour une autre, ce sont des odeurs, comme si chaque pays ou région visitée recelait son propre réservoir d'expériences olfactives. Ainsi, j'associerai toujours au Maroc l'odeur du bois employé par les ébénistes d'Essaouira. Je me souviendrai toujours de l'odeur d'ambre et de musc dans les souks de Marrakech, de celle du citron confit et des olives dans les marchés aux épices, ou du thé à la menthe partagé sur un tabouret avec les marchands. L'odeur des pêches, des abricots, des melons ou de la lavande me ramène infailliblement au marché de Provence. L'odeur mélangée de la mer, du poisson, des fruits exotiques et de l'encens brûlant dans les temples fait surgir les quartiers animés de Hong Kong. La Hongrie se matérialise grâce à l'odeur du feu de bois et de la soupe de carpe qui mijote sur un brasero improvisé. Et j'en viens alors à me demander quelle odeur évoquera dans quelques années ce singulier pays que sont les États-Unis. Et de me dire qu'hélas, probablement, aucune odeur n'aura ce pouvoir, car dans ce pays où tout semble aseptisé, ni les fruits, ni les rues, ni les commerces n'ont d'odeur, un peu comme si on s'était ingénié à purifier le pays de tout parfum, par peur de choquer les narines sensibles. Aussi loin que remontent mes souvenirs d'enfance, j'ai beaucoup de mal à me rappeler plus de 5 occurrences où, quand j'étais malade, le thermomètre affichait une grosse température. Ce dont je me souviens parfaitement, c'est ma frustration quand, peu désireux d'aller à l'école et espérant que mon rhume ou mon mal de gorge serait suffisamment convaincant, ma mère, qui pour avoir élevé 6 enfants ne se laissait pas facilement impressionner,
me soumettait au test du thermomètre. Et là, le verdict tombait. 37,2, au pire 37,5, bref, rien de spectaculaire justifiant le repos à la maison. Et voilà qu'un beau jour, je me réveille avec un rhume et un mal de gorge, à un moment tout à fait inopportun. Ce jour-là, je devais me rendre à la mer avec les scouts, ce qui était déjà excitant en soi, mais surtout, le voyage devait avoir lieu en train, et je n'avais quasiment jamais pris le train auparavant. J'attendais donc ce jour avec une impatience fébrile, mot bien choisi quand on considère le résultat du test auquel m'a à nouveau souvenu ma mère en m'entendant me racler la gorge le matin et éternuer plus qu'elle ne l'aurait souhaité. Et voilà que le thermomètre affiche 38,5. Pas question que tu sortes aujourd'hui, m'annonce ma mère sur un ton sans appel. Maudit thermomètre. Cet accessoire de malheur, que j'avais tant de fois voulu comme complice les jours où mon lit douillet m'attirait davantage que les bancs de l'école, s'était rebellé contre moi en devenant l'instrument de ma réclusion à la maison, alors que je m'imaginais déjà bercé par le doux chaos du train. J'ai beaucoup aimé le film The Wind That Shakes the Barley de Ken Loach. En français, le titre est Le vent se lève. Il a été Palme d'Or en 2005 ou en 2006 à Cannes. Je ne sais plus exactement en quelle année. Euh, c'est un film qui se passe qui relate le contexte de la guerre d'indépendance en Irlande. Et, euh, dans ce contexte, il y a une lutte entre deux frères qui n'ont pas la même vision de l'indépendance. Donc il y en a un qui est pour le traité avec les Anglais et un qui est contre. Le film se termine par un fratricide très émouvant et Ken Loach arrive tout au long du film à ne pas sombrer dans le manichéisme et son empathie fait qu'on apprécie les deux frères là, pour, euh, pour, pour, euh, pour leur cause et pour ce qu'ils défendent sans prendre parti, et c'est ce qui est très beau dans ce film, c'est ce que j'ai beaucoup aimé car c'est pas aussi simple que beaucoup d'autres films et, euh, et la vie et la guerre en indépendance n'est pas aussi simple qu'on peut le penser. Je fais de l'escalade depuis maintenant 3 ans, 4 ans. Euh, c'est un sport extrême qui n'a rien d'extrême comme le grand public peut le penser parce que c'est un sport qui nécessite beaucoup de concentration, de sécurité, de, de confiance en soi, beaucoup plus que d'être tête brûlée ou d'être inconscient comme les gens peuvent le penser. Euh, c'est un sport passionnant parce que on ne se compare pas aux autres en fait. Ce n'est pas un sport où la compétition est vraiment présente, ou en tout cas de la façon dont je le pratique et la façon dont j'aime ce sport, c'est pas l'aspect compétitif et l'aspect comparatif par rapport aux autres. Ce qui me plaît, c'est l'idée de se dépasser soi-même, d'arriver à se connaître, à dire voilà, j'ai tel niveau, je suis capable de faire telle chose, donc de se donner les moyens d'y arriver par rapport à soi. C'est ça qui est vraiment vraiment fou. C'est une compétition de soi contre soi, et c'est vraiment ça, c'est ce qui me plaît énormément dans l'escalade. Mais c'est un sport qui demande beaucoup d'entraînement, beaucoup de travail, d'abnégation. Il faut en faire régulièrement si on ne veut pas régresser et si on veut continuer à progresser. C'est un sport qui est sympa, on peut pratiquer avec des copains dans la forêt, en extérieur ou en salle. C'est accessible à beaucoup de gens dans différents niveaux, puis comme l'aspect compétitif, comme j'ai dit, n'est pas très important, du coup les gens en général aiment bien faire de l'escalade pour, simplement pour loisir, pour se détendre de temps en temps, ou même de façon plus sportive. Donc c'est de façon plus sportive, et quand on grimpe avec des copains, il y a une certaine forme d'émulation qui est pas de la compétition, qui est une forme d'émulation qui est vraiment sympa, et donc je conseille ce sport de vive voix. Oui. Je n'ai jamais fait de régime jusqu'alors, et parce que j'avais la chance d'éliminer facilement les graisses, et je faisais pas mal de sport également. Mais là, j'arrive à un stade
où j'ai plus le temps de faire vraiment de sport, donc malheureusement, je pense que, et en plus, je continue à manger des saletés et des saloperies comme j'ai toujours mangé, comme j'ai eu l'habitude de manger. Et donc, il faudra peut-être que je fasse attention à ce que je mange, sans pour autant faire un régime drastique, parce que de toute façon, je sais que je ne pourrai pas, car j'aime beaucoup trop bien manger. J'ai lu récemment un livre de Julien Gracq qui s'appelle Un balcon en forêt. Je l'avais commencé il y a quelques années et j'avais pas vraiment aimé parce que je trouvais cette écriture un peu compliquée, un peu pédante, un peu pompeuse. Mais là, en le relisant, en prenant le temps de le relire, euh, j'ai vraiment adoré. Je sais pas comment expliquer, ça fait longtemps qu'un livre n'avait pas, m'avait pas donné cette impression de ressentir exactement les angoisses et les sensations dans le rapport à la nature du héros et des différents personnages. Et les descriptions de Gracq sont tellement magnifiques tout au long du livre. Euh, mais pas uniquement ces descriptions de la nature, ces descriptions des états d'âme et de l'état d'esprit des personnages. Euh, donc pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale, 39-45, juste avant l'invasion des Allemands dans les Ardennes. C'est vraiment magnifique, un livre que je le conseille de vive voix. J'habite une ville pavillonnaire dans la banlieue ouest de la région parisienne, à côté de Versailles. Euh, c'est la grande ville la plus proche. Euh, c'est un endroit très agréable euh, pour deux raisons. Parce qu'on a les avantages de la ville, c'est-à-dire la proximité des cinémas, des magasins, des restaurants, des choses comme ça. D'ailleurs, un centre commercial très moderne qui vient d'ouvrir dans cette ville. Et on a également l'avantage d'être à proximité de la campagne, de la forêt qui est juste derrière chez moi. Et donc de pouvoir se relaxer quand bon nous semble autour de chez nous. Le foie gras. Le foie gras est une spécialité des régions françaises plus connues sous le nom de Gascogne, mais également l'Alsace, un petit peu en Bretagne. La pauvre bête, le canard, est gavé, c'est-à-dire que l'on introduit de force dans son estomac quantité de nourriture afin de faire grossir son foie qui, par la suite, sera extrait de la bête, puis mijoté un certain temps afin de concocter ce délicieux plat qui a fait toute la renommée de la gastronomie française. C'est un plat traditionnel qui se déguste normalement pour les grandes occasions. Les fêtes, notamment celles de fin d'année, où il est accompagné le plus souvent par un vin blanc moelleux, notamment du Sauterne. Le foie gras est un plat familial qui accompagnera délicieusement toutes vos occasions les plus folles. Bon appétit! Je vais vous parler de la ville de New York où je me suis rendu il y a maintenant 2 ans. Donc j'en garde un magnifique souvenir, hein. Tout d'abord, vous sortez de l'aéroport, vous prenez un de ces fameux taxis jaunes et vous arrivez sur l'île de Manhattan. La première chose qui vous surprend, c'est ces immenses buildings, tous de style et de formes différentes, hein. Ceux qui m'ont le plus marqué, c'est l'Empire State Building, évidemment, le Chrysler Building, et dans un autre style, le Flatiron en forme de fer à repasser. Ce qui m'a beaucoup surpris à Manhattan, c'est les différents quartiers, hein. Le quartier de Wall Street, vous avez les hommes d'affaires pressés, le luxe sur la 5e avenue, le quartier de Times Square avec ses immenses panneaux d'affichage et ses immenses boutiques et publicités, Broadway avec toutes ses salles de spectacle, évidemment Central Park où vous pouvez passer un moment en pleine nature tout en étant au milieu de cette ville gigantesque. J'ai aussi eu la chance d'être présent sur New York City un dimanche, donc je me suis rendu le dimanche matin à Harlem où j'ai pu assister à une messe gospel avec un accueil, une chaleur humaine qu'on trouve vraiment nulle part.
Ma seule petite déception au niveau du séjour, c'est mon petit voyage retour en taxi vers l'aéroport, parce que là je suis tombé sur un taxi qui était complètement fou, qui conduisait très très mal, qui a manqué de nous tuer. Et comme on dit à New York, quand on prend un taxi, on sait jamais sur qui on va tomber. Je vais vous parler de mon travail lorsque j'étais étudiant. En fait, l'été, je travaillais au musée du Louvre en tant que gardien. C'était une expérience pour moi inoubliable, puisque je rencontrais des gens totalement différents. D'une part, d'autres gardiens qui étaient étudiants comme moi, ce qui fait qu'il y avait une bonne humeur permanente et que c'était très agréable d'aller y travailler. Les autres personnes que j'ai pu rencontrer, c'était bien entendu les différents visiteurs d'origines très différentes qui venaient visiter chaque jour le musée. Une chose dont je me rappelle, c'est qu'ils me demandaient soit de voir la Joconde ou soit de leur indiquer les toilettes. C'était les deux questions qui revenaient tout le temps, donc c'était assez comique. La partie que je préférais au musée du Louvre, moi, c'était la section Égypte, où j'allais voir les momies, les sarcophages. C'était vraiment quelque chose que j'aimais particulièrement. Donc ça reste pour moi le meilleur travail d'été et un très bon souvenir de la période quand j'étais étudiant. Je vais vous parler donc de la ville de Las Vegas où je me suis rendu il y a maintenant 5 ans. Donc c'était au cours d'un voyage dans l'Ouest américain. En fait, je suis parti de Los Angeles et pendant 4 heures, vous traversez le désert de Mojave, qui est vraiment un paysage désertique comme dans les films, quoi. Et au bout de 4 heures, vous arrivez face à cette ville qui sort de nulle part. Donc on arrive sur le Strip, face au Mandela Bay, un des premiers hôtels casinos qui a l'air d'être en or massif, quoi. C'est vraiment magnifique. Vous passez à côté d'autres casinos, donc sur le Strip, cette longue avenue où l'on trouve les plus fameux casinos. Vous passez près du Luxor, on a l'impression d'être dans l'Égypte ancienne. Vous avez d'autres hôtels casinos qui reproduisent des grandes villes du monde, comme le New York, le Paris. L'hôtel où j'ai pu jouer, c'était le Venetian. C'était un hôtel qui reproduit la ville de Venise, donc vous avez carrément des gondoles qui se promènent dans le hall de l'hôtel. C'est vraiment un spectacle qu'on trouve nulle part. Vous avez aussi le Stratosphere, donc un hôtel casino en forme de tour, qu'on peut voir sur toutes les images de Las Vegas. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au sommet, il y a une mini montagne russe. Vous êtes situé à 300 mètres, où là, je pense que c'est les plus passionnés, ceux qui ont le cœur bien accroché, qui peuvent faire ce genre d'attraction. Et vous avez aussi des superbes shows près du Treasure Island, des attaques de bateaux de pirates. Vous avez le Bellagio, le fameux Caesar Palace. Ma seule petite déception, c'est au niveau du Bellagio. Vous avez un spectacle toutes les 20 minutes, un spectacle de jet d'eau. Et malheureusement, la fois où j'y étais, les jets d'eau étaient en panne. Donc ça reste ma petite déception. Donc je vais vous parler des différentes grèves et manifestations que l'on a actuellement en France. En fait, ces événements sont dus au fait que le gouvernement a décidé de rallonger le temps de travail des Français. Donc au lieu de partir à la retraite à l'âge de 60 ans, les Français devront travailler en moyenne 2 ans de plus, donc c'est-à-dire partir à la retraite vers 62 ans. Donc cette réforme est assez importante et elle ne plaît pas à la majorité des Français. C'est pourquoi ces derniers jours nous avons pas mal de grèves, notamment au niveau des transports et au niveau des raffineries pétrolières. Donc les grèves des transports entraînent pas mal de problèmes au niveau des gens qui veulent aller travailler, c'est-à-dire qu'ils utilisent les bus ou les métros ou les trains pour aller travailler le matin. Et au niveau des raffineries pétrolières, ça entraîne des pénuries d'essence, donc de longues queues à la station-service. Et en plus de tout ça, il y a beaucoup de manifestations, notamment dans les grandes villes, parce que les gens défilent dans la rue. Ce qui est surprenant de voir, c'est qu'il y a pas mal de jeunes dans ces manifestations, donc beaucoup de lycéens, beaucoup d'étudiants. Quelquefois, ça entraîne des incidents comme des violences et des incendies, mais ce sont des phénomènes quand même assez minoritaires. La loi a été votée hier, acceptée par le Sénat. Donc on va voir comment les choses vont évoluer, sachant que a priori les manifestations et les grèves vont encore continuer pendant un certain temps.
Je vais vous parler de l'Épiphanie. L'Épiphanie, c'est une fête chrétienne qui correspond à la visite des rois mages Balthazar, Melchior et Gaspard à l'enfant Jésus. Ces derniers lui ont chacun apporté un présent. C'est une fête qui est célébrée habituellement le 6 janvier, mais c'est vrai qu'en France, on a plus tendance à la célébrer le deuxième dimanche après Noël. C'est encore une occasion, disons, de réunir les membres de sa famille après les fêtes de fin d'année. Au cours de cette petite fête, on partage ce que l'on appelle la galette des rois. C'est en fait un gâteau rond composé de pâte feuilletée fourrée à la frangipane. C'est vrai qu'on trouve également des galettes fourrées soit à la confiture de fruits, soit à la compote de pommes. Donc en fait cette galette, à l'intérieur de cette galette se cache ce que l'on appelle une fève. Une fève, c'est une petite sculpture qui représente un personnage. Donc ça peut être un personnage, toutes sortes de personnages, mais c'est vrai que ces dernières années on trouve plus de personnages tirés de grands dessins animés ou de films comme Harry Potter par exemple. Et en fait, cette galette va être coupée suivant le nombre de personnes présentes. Le plus jeune membre de la famille va passer sous la table et va attribuer une part à chacun des membres de sa famille. Ensuite, la part en question va être dégustée et celui qui va trouver la fève va être désigné roi et pourra mettre sur son front la couronne en papier qui est fournie traditionnellement avec la galette. La restauration à Lyon peut être soit gastronomique, soit traditionnelle. Alors le côté gastronomique, le nom le plus connu, c'est évidemment Paul Bocuse. Cette tradition de gastronomie vient en fait des mères lyonnaises. Les mères lyonnaises, c'était en fait des servantes qui faisaient la cuisine aux bourgeois au XIXe siècle et à un moment de crise, elles ont été renvoyées et elles ont ouvert des restaurants. C'est comme ça donc par exemple que Paul Bocuse a été effectivement formé chez la mère Brasier. Et ensuite donc cette gastronomie très très cuisinée avec beaucoup de sauces s'est développée. On pense au quenelle bien sûr, on pense aux volailles de Bresse, beaucoup de produits en fait qui venaient de Lyon ou des environs de Lyon, qui étaient de bonne qualité et qui font encore aujourd'hui la marque de la tradition gastronomique lyonnaise. Et pour ce qui est donc des petits restaurants, on a beaucoup de bouchons qui font beaucoup de charcuterie, de légumes. Ce qui est assez typique, c'est que en fait on ne vous sert pas sur une assiette, mais on vous amène des saladiers dans lesquels vous vous servez pour les entrées. Ça arrive aussi pour les desserts. Si j'ai deux adresses à donner, en fait, pour ce qui est des bouchons traditionnels, en fait j'en ai pas deux, j'en ai plus, mais il y a essentiellement peut-être le restaurant qui s'appelle Chez Paul, ou aussi La Meunière, qui sont sur la Presqu'île. Et il y a aussi peut-être les Retrouvailles, qui se trouvent là dans le Vieux-Lyon. C'est en fait la rue du Bœuf. Lyon est la deuxième agglomération de France, avec à peu près 1 500 000 habitants. Et c'est une ville donc qui a existé dès l'époque préhistorique, où il y a eu des traces dans le quartier de Vèze, un petit peu au nord de Lyon. Mais c'est surtout à l'époque romaine que ça va être la capitale des Gaules, comme on l'appelle. Il en reste d'ailleurs des vestiges, avec le théâtre et l'Odéon, et également le nom Fourvière, qui vient de Forum Vetus, le vieux forum. Ensuite donc c'est à la Renaissance qu'il va y avoir beaucoup d'échanges. Beaucoup de commerçants vont venir d'Italie et d'Allemagne en particulier, donc des imprimeurs, des banquiers, des médecins, etc. Et ensuite, donc, l'époque victorieuse, entre guillemets, de Louis XIV va développer en particulier le commerce de la soie, qui avait déjà bien commencé à la Renaissance. Et au XIXe siècle, enfin, ça va être une des grandes villes de l'automobile en particulier. Tous ces développements de la ville ont entraîné le classement au patrimoine mondial de l'UNESCO de la ville en 1998. En particulier donc la partie vieille ville comprise entre la colline de Fourvière, le Rhône, la Croix-Rousse au nord et la gare de Perrache au sud. Quand on parle de gastronomie française, en général on nomme les escargots ou les cuisses de grenouille qui inquiètent un peu les étrangers. Mais il y a à Lyon une autre spécialité qui fait un peu peur aux étrangers, qui s'appelle l'andouillette. Alors l'andouillette, c'est des abats, enfin au départ c'était de la fraise de veau, donc c'est une partie des estomacs de veau. Maintenant c'est plutôt la même chose mais de porc, sous forme de saucisse donc, qui peut être cuite au vin blanc, au four par exemple, qui peut être aussi parfois panée. Et la façon dont je la préfère, c'est quand elle est avec une sauce moutarde. La moutarde s'ajoutant plutôt à la fin avec un peu de crème pour faire une sauce, et pas au moment de la cuisson même. Parmi les événements qui attirent le plus de monde à Lyon chaque année, alors il y a des choses qui sont des biennales, donc tous les 2 ans, il y a une biennale de la danse qui alterne avec une biennale de l'art contemporain.
Mais la chose qui se passe absolument tous les ans, c'est ce qu'on appelle la fête des Lumières. Alors, à une époque, c'était les Illuminations. Alors, bien qu'on soit dans un pays laïque, c'est vrai que la religion est très présente à Lyon. Et dès le XVIIe siècle, il y a eu donc une mise de la ville sous la protection de la Vierge Marie contre la peste. Mais c'est en fait l'inauguration d'une statue au XIXe siècle qui est à l'origine justement du fait que les Lyonnais mettaient des lumières, des luminions, c'est-à-dire des bougies en fait, dans des verres qui pouvaient être colorés sur le rebord de leurs fenêtres. De cette fête s'est développé ce qu'on appelle aujourd'hui donc le festival ou la fête des Lumières, qui ne dure pas que le 8 décembre comme c'était le cas à l'origine, mais 4 jours. Donc à partir du 8 décembre, on va vers un week-end. Il faut se rendre compte que chaque année, ça attire alors entre 2, 3, voire 4 millions de personnes. On trouve un peu tout dans la presse. Et le principe, c'est qu'en fait, dès la nuit tombée, les bâtiments sont éclairés, ou alors on projette sur les bâtiments des scènes, des animations. Et les plus beaux bâtiments à voir de la ville sont en général très animés, avec des animaux par exemple, ou des feuillages, ou une mise en couleur de bâtiments qui sont uniquement en pierre, parfois même avec de la musique. Et c'est vrai que c'est absolument magnifique. Le problème, bien sûr, c'est de pouvoir circuler, d'aller voir tout ce qui est à voir. On ne peut pas faire le tour de tout ce qui est illuminé, en tout cas en une seule journée. Bonjour, je m'appelle Stéphane, j'ai une passion qui est la magie, spécialisée dans le close-up, qui veut dire image de près, dans le monde du cinéma. Les gens aiment beaucoup ce genre de magie lors de soirées, dans des mariages, baptêmes, communions. Donc je fais des tours de cartes, des tours de pièces, des balles en mousse, des tours de gobelets avec des balles qui disparaissent, réapparaissent, qui deviennent de plus en plus grosses, qui changent de couleur, des anneaux chinois aussi, quelques petits tours de grande illusion ou journal à l'eau, ce qu'on appelle, c'est de l'eau qu'on met dans un journal et qui disparaît. Et on montre le journal à tout le monde et l'eau a disparu et réapparaît à la fin dans un verre. Moi, ce qui me plaît, c'est la réaction des gens se demandant si je m'appelle pas Dieu, si je fais pas des miracles. Et je leur dis non, je suis juste magicien. Et bon, il y a beaucoup de travail derrière, de manipulation, de mise en scène aussi. J'ai appris tout seul et par la suite, j'ai des amis qui m'ont proposé d'entrer à la FAP, la Fédération Française des Artistes Prestigitateurs, où là j'ai passé un examen d'entrée et j'étais inscrit pendant 2 ou 3 ans et que j'ai quitté après par la suite parce que j'y trouvais plus trop mon intérêt. On peut gagner sa vie honnêtement sans devenir riche non plus, à moins de s'appeler David Copperfield. Je suis Ghislain, j'habite en Haute-Savoie, j'ai 39 ans et j'ai envie de vous parler d'une de mes passions qui est le ski. Donc là on arrive dans la période où je commence à avoir des fourmis dans les jambes puisqu'on est au mois de novembre et que la neige commence à tomber sur les sommets et j'attends qu'une chose, qu'il y en ait suffisamment pour pouvoir profiter de la montagne l'hiver. Il y a plusieurs formes de ski. Évidemment, il y a le ski de piste que tout le monde connaît, le ski hors piste que tout le monde connaît aussi. Et une des pratiques vraiment passionnantes de la montagne, c'est le ski de randonnée. Alors le ski de randonnée, le principe, c'est de monter dans des endroits où justement la montagne n'est pas équipée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de téléphérique, il n'y a pas de télésiège. Et le principe, c'est de monter par ses propres moyens. Pour ça, on utilise des skis à la montée qui sont équipés de pots de phoque. Donc les pots de phoque, ce qu'on appelle les pots de phoque, ce sont des bandes qui sont autocollantes, qui se fixent sous le ski et qui permettent d'accrocher la neige et de pouvoir monter vers les sommets sans glisser en arrière. Donc voilà, moi j'attends qu'une chose, là début décembre, c'est de pouvoir faire les premières randonnées, d'aller dans des endroits vierges où il n'y a personne, dans des endroits magnifiques, avec la sensation d'être tout seul dans la montagne et de pouvoir en profiter et d'avoir
ce plaisir un peu égoïste d'être tout seul. Et évidemment, une fois qu'on est arrivé en haut, je parlais de la montée tout à l'heure, une fois qu'on est arrivé en haut, on enlève les peaux de phoque et ensuite on peut profiter d'une descente magique dans des paysages superbes, avec une neige souvent extraordinaire, avec de la poudreuse et donc des sensations incomparables et qu'on ne peut pas retrouver dans les stations sur les pistes damées. Je suis gascon. Mais qu'est-ce qu'être gascon? Être gascon, c'est être originaire d'une région qui n'existe pas vraiment, mais que l'on appelle la Gascogne. Cette région se situe dans le sud-ouest de la France. Elle est coincée entre Bordeaux et Toulouse. C'est un petit endroit vert, vallonné, célèbre pour sa production viticole, ses poulets, ses canards que l'on gave et son bon gras qui permet de vivre vieux et en bonne santé. Toutefois, cette région n'a pas d'existence attestée. On suppose qu'elle est apparue vers la fin du Moyen-Âge et aujourd'hui elle se trouve morcelée sur plusieurs départements. Son cœur historique étant le Gers, elle est jouxtée par le Lot-et-Garonne, par la Gironde et les Landes, qui portent encore le nom d'origine, à savoir Landes de Gascogne. Mon grand-père maternel, je l'ai à peine connu, je me souviens de lui une seule fois. Il était avec des yeux très bleus et il venait de la maison de retraite qui était juste en face de sa maison à Sartilly. Je le revois quelques secondes. C'est absolument tout. Quant à mon grand-père paternel, je ne l'ai jamais connu. Tout ce que je sais de lui, c'est au travers d'une photo qu'il a fêté la bar mitzvah en 1919 en Argentine, qu'il a fait HEC et qui s'est marié à une fille mineure, Charlotte, qui était donc la mère de mon père. Maintenant, la seule chose que je sache de mon grand-père paternel, ce sont les circonstances de sa mort sur la Villa Star en 1942, en juin 1942. On a retrouvé grâce à Internet les circonstances exactes du torpillage au large des Açores de ce cargo frigorifique venant d'Argentine et allant en Angleterre. Le sous-marin a fait mouche tout de suite, mais le navire a sombré doucement, ce qui fait qu'une partie des chaloupes ont pu rejoindre les Açores, tandis qu'une autre partie n'a jamais été retrouvée. Et il se trouve que mon grand-père paternel était donc sur une des chaloupes qui ne sont jamais arrivées à rejoindre les Açores. Là-dessus, mon père a longtemps cru que mon grand-père n'avait pas disparu à bord de ces chaloupes errantes. C'est seulement en 1947 qu'il a reçu l'avis de décès. Paris. Des millions de personnes pressées qui s'affairent dans le métro, sur le boulevard périphérique ou même sur les voies sur berge. Des minutes entières passées à attendre pendant que le stress monte. Telle est la vie des Parisiens qui sont des gens réputés notamment pour leur tension, ce qui leur donne un caractère parfois peu appréciable, mais toujours fantaisiste. En effet, contrairement aux autres citoyens de ce grand pays, les Parisiens ne contrôlent plus toujours systématiquement leurs émotions, ce qu'il veut dire. Cela peut les pousser à se montrer fort désagréables, ou alors mystérieux dans leurs propos. Beaucoup de touristes apprécient et reviennent. Pour moi, c'est-à-dire c'est important qu'il faut que je vois des matchs absolument. Bon, les matchs de l'équipe de France, à la limite. Ouais, oui. Mais je suis pas mordu, quoi, c'est ça que je veux savoir. Maintenant, le foot, ça serait la Coupe du Monde de rugby? Ah, je dirais peut-être pas pareil. Le foot, non. Bon,
Donc si on a un truc à faire un jour où il y a un match de l'équipe de France, à moins que ce soit la finale, voilà. Je m'en passerai du match. Si le 11 juillet, je crois que c'est ça la fin, ou 10 juillet, je sais plus, on est qualifié pour la finale, ouais, je rendrai. Mais sois tranquille, je pense pas cette année. On va être très fort. On a des joueurs qui vont faire les petites filles. Ouais, et puis des jeunes mineurs. Moi je viens la coupe du monde de foot, Roland Garros. Moi je rentre plus frais ici. Oh. Bonjour, moi je m'appelle Frédéric, je viens de Montréal. Je suis actuellement à Paris pour fêter le Nouvel An. Et puis, en fait, l'an prochain, qu'est-ce que j'aimerais faire? Mes résolutions seraient de perdre du poids, faire de l'exercice, sûrement manger mieux manger. Puis c'est un peu pour ça que je suis ici dans le supermarché, parce qu'on va se faire ce soir un super bœuf Wellington et une bouteille de champagne. Donc, on va avoir un très très bon repas. Voilà. Bonjour, je m'appelle Daniel Gatin, je suis professeur d'allemand et j'utilise beaucoup de médias en classe. Je trouve ces médias sur Internet, YouTube ou Google Vidéo. Et ça me permet de choisir des scènes de la vie de tous les jours ou des scènes bien précises sur des entreprises allemandes ou sur la vie des Allemands ou le travail en classe des Allemands. Ça permet à mes élèves de comprendre ce qui se passe dans un pays à côté d'un autre, un pays dont ils apprennent la langue, et ils ont une vision un peu plus intéressante que celle que l'on peut trouver dans les livres. C'est très intéressant aussi car ils entendent parler allemand avec un bon accent et je peux leur faire imiter en répétant et en lisant en même temps qu'ils entendent le texte. La prononciation est très importante pour la compréhension et également pour l'expression, car on se rend compte que lorsque l'on va dans un pays et que l'on prononce mal les choses, on n'est pas compris. C'est un gros progrès pour moi de pouvoir utiliser tous ces médias et tous ces moyens, et c'est un attrait, c'est beaucoup plus intéressant pour les élèves qui ont l'impression de voir la vie réelle en face d'eux plutôt que simplement des pièces de théâtre ou des petites scènes de films qui ne sont pas la réalité. Mais quelques élèves trouvent de temps en temps que c'est très difficile parce que c'est véritablement de l'allemand dit par des Allemands et pour des Allemands, donc la langue est plus difficile que lorsque le texte a été aménagé avec des aides pour le lexique et pour la grammaire. Alors c'est vrai, c'est un peu plus difficile, mais ça permet quand même de faire de beaux progrès et puis de rentrer vraiment dans la langue et dans la culture du pays. Le quartier de la Bastille à Paris, situé entre le 11e et le 12e arrondissement, est très intéressant car il est central, très bien desservi tout près de la gare de Lyon, situé en plein cœur proche du Marais, près de la place des Vosges et de la rue des Francs-Bourgeois. Nous avons également une animation très forte où les jeunes sont très présents le soir près de la rue de Lappe. C'est devenu un quartier très animé le soir, la nuit et les week-ends et en même temps très culturel avec l'Opéra Bastille tout à côté qui permet d'accueillir une population un petit peu différente et un brassage culturel qui permet à ce quartier de connaître une vraie richesse et une mixité intéressante. Paris est une ville qui permet d'utiliser des transports en commun avec un réseau qui est très bien desservi. Effectivement, pour quelqu'un qui habite Paris, et moi par exemple, je n'ai pas de voiture, je n'utilise que les transports en commun et j'ai un vaste choix entre les bus qui ont des couloirs réservés avec donc une desserte très rapide, par exemple le bus 91 entre la gare de Lyon et la gare Montparnasse en 20 minutes est vraiment très pratique.
Nous avons aussi, toujours pour ceux qui n'ont pas de voiture, la possibilité de nous déplacer en vélo, et le Vélib est de plus en plus utilisé. Il y a des stations Vélib dans beaucoup de quartiers de Paris. Est en train aussi, et j'ai déjà vu quelques stationnements pour les voitures électriques qui sont déjà en train d'être mises en place, et là aussi c'est un avenir très intéressant pour les transports parisiens en commun. Et puis le réseau de la RATP qui quand même là aussi permet des déplacements dans la majorité des quartiers parisiens avec une grande rapidité. Ce n'est pas le cas de toutes les villes en France. Donc voilà, bus, vélo, voiture électrique, voiture libre comme le Vélib, RATP, taxi, et on n'est vraiment pas obligé d'utiliser une voiture personnelle à Paris. C'est pour ça. Écoutez, on est sur l'île de Ré, là, une île très sympathique dans l'Atlantique, dans la moitié sud de la France, enfin voilà, et en toute la Bretagne, une île qui fait à peu près 40 km de long, qui est très sympathique par son climat. Voilà, nous on parle du village des Portes, hein, nous sommes aux Portes, un village qui est tout au bout de l'île, un village de pêcheurs, mais donc c'était une île qui a été dans les années 80 reliée au continent par un pont, hein, et donc maintenant on y accède plus facilement. Et donc c'est une île très, très touristique l'été, mais qui reste qu'à des gens locaux et très peu de gens l'hiver. Voilà. Au bout de l'île, il y a un superbe phare appelé le phare des Baleines, hein, à visiter. Voilà, un phare de 50 mètres de haut. Voilà. Et puis vous avez diverses plages. Vraiment une île entourée de plages, de belles plages, où on peut y faire du surf, de la voile. Voilà, et puis beaucoup de vélos, voilà, beaucoup de pistes cyclables, agréables pour le vélo, des marais à visiter, des villages superbes, entre autres Saint-Martin-en-Ré, qui est un village construit dans un fort construit par Vauban, typique en étoile, qui était un architecte militaire de Louis XIV. Voilà, je crois qu'après il faudrait les visiter et venir s'y balader. Top départ. Bonjour, je m'appelle Antonio Rodriguez, je travaille chez Vanerom France depuis une dizaine d'années. Vanerom, pour vous présenter la société très rapidement, est un fabricant de tableaux et mobilier scolaire. C'est-à-dire que nous fabriquons tout ce qui est tableaux craie, tableaux blancs, tableaux interactifs, mobilier également, destinés principalement aux écoles, aux collèges, aux lycées, et pour répondre aux besoins d'équipement des salles de classe. Vanerom est une entreprise basée en France, comportant 70 salariés et 12 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et un peu en quoi consiste vraiment votre travail, ce que vous faites dans votre travail? Alors, je suis au département commercial. Nous sommes en charge donc de la clientèle pour présenter les produits fabriqués par la société, étudier les demandes des clients et proposer des solutions techniques adaptées à leurs besoins. Par exemple, un collège qui est en construction va avoir besoin de tableaux, de vidéoprojecteurs, de ressources numériques, et nous apportons une solution globale pour l'enseignement. Et donc vous concrètement, vous vous déplacez pour voir ces clients, ou vous êtes dans un bureau, donc comment ça se passe? Alors, au service commercial, nous sommes environ 7 sur la France. Chacun va couvrir 3 ou 4 régions, et moi je suis en charge de l'animation du réseau de commerciaux. Donc la plupart du temps, nous sommes sur la route pour aller voir les collectivités, les mairies, pour leur présenter nos produits. Donc c'est compliqué pour la vie familiale, je suppose. C'est une très bonne remarque. C'est effectivement une contrainte du métier de commercial, mais il y a tellement de bons côtés en parallèle que ça vient compenser. Donc c'est beaucoup de déplacements, beaucoup de routes, mais aussi beaucoup de rendez-vous, beaucoup de rencontres, beaucoup de projets, beaucoup de stimulation au quotidien dans l'activité.
parti. Alors la recette de la fondue savoyarde, une recette typiquement montagnarde. Prendre un caquelon, frotter le fond du caquelon avec une gousse d'ail, prévoir environ 200 g de fromage par personne. Il est nécessaire de prévoir 3 types de fromage. Tout d'abord de l'Appenzell, puis du comté, enfin du Beaufort. Râper le plus finement possible le fromage et l'introduire dans le caquelon. Verser environ 5 ml de vin blanc par personne et laisser chauffer à feu doux. Pour la dégustation, prévoir du pain trempé au bout d'un pic prévu à cet effet ou d'une fourchette et déguster avec un bon apremont. Alors un petit mot sur les Jeux paralympiques. Là encore, c'est quelque chose dont je dirais que c'est très bien sur le papier et c'est pas forcément évident dans la pratique de s'y intéresser autant qu'aux Jeux olympiques des valides. Tout simplement parce que je pense que le sport, ça fonctionne beaucoup par identification. C'est-à-dire quand on voit des gens courir vite, quand on voit des gens jouer très bien au football ou à d'autres sports, le vrai plaisir que j'ai moi de regarder un sport, de le suivre, c'est quand je le pratique. Je trouve qu'il y a seulement quand j'ai pratiqué pas mal de football. Quand je vois le football, j'ai l'impression que je comprends un peu ce qui se passe. Je fais de l'athlétisme, je comprends très bien ce qui se passe pour un athlète. Quand je vois par exemple du rugby, ça me déplaît pas, mais j'ai jamais fait de rugby de ma vie. Et donc j'ai du mal un peu à saisir ce qui se passe. De la même façon, si je vois quelqu'un, pour le coup, pratiquer l'athlétisme, la course à pied en fauteuil roulant, ça me parle beaucoup moins. Simplement parce que j'en ai jamais fait. Donc je le suis. C'est très bien qu'il puisse y avoir des épreuves, des Jeux Olympiques, des choses un peu médiatisées pour les gens qui ont un handicap important, entre autres. Mais c'est vrai que je ne peux pas m'identifier pareil. Voilà, donc il faut que je précise au départ que je suis professeur de mathématiques et très rationnel. Et c'est vrai que non seulement je ne suis pas superstitieux, mais j'ai tendance à combattre un peu toutes les superstitions parce que rentrant pour moi dans le champ de fait un peu de l'irrationnel. Donc je suis particulièrement en guerre, disons, contre l'astrologie, qui pour moi est une forme de superstition, et contre toutes les prédictions, les choses qui s'appuient sur des choses très farfelues pour guider les gens dans leur vie, prédire des choses. Donc voilà, plutôt en guerre contre les superstitions. Les superstitions quotidiennes, simplement ça ne me parle pas, les chats noirs, les échelles, les choses comme ça, j'y prête aucune attention. Je ne vais pas plus faire attention à vendredi 13 qu'un autre jour de la semaine ou de l'année à quoi que ce soit. Donc voilà, en guerre contre l'irrationalité et vraiment fâché quand les superstitions aident les gens à prendre des décisions ou influent sur leur vie quotidienne, parce que je trouve ça ridicule. Et puis sinon, à titre personnel, indifférent dans ma vie quotidienne aux superstitions. Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Venise. Nous prenons le Vaporetto pour aller voir le Palais des Doges et la fameuse place Saint-Marc. Voilà, nous y sommes. Il fait très très beau. Nous visitons le Café Florian, l'un des plus vieux cafés du monde. Devant se joue un orchestre. Schubert, Chopin. Excellent. Puis nous allons voir le pont des Soupirs. Car les détenus, en le franchissant, forcément, était leur dernier soupir. Maintenant, nous reprenons le Vaporetto pour aller sur la plage du Lido. Belle plage, superbe. Ensuite, nous reprenons le Vaporetto pour aller au Rialto, le plus grand pont de Venise et le plus vieux, où il y a de nombreux magasins et de nombreux touristes. Vraiment, Venise est superbe, avec ses ruelles, l'art vénitien, les masques. Vraiment très très joli. Nous avons visité Murano, le musée du verre, et Burano, le musée de la dentelle. Vraiment un voyage extraordinaire. Il faut y aller. Le paradis des amoureux. Vive Venise! Oui, bonjour, je me présente, je m'appelle Alan Bone, je suis donc de nationalité franco-britannique et pourtant, effectivement, je défends aujourd'hui l'allemand.
Alors, je travaille effectivement. Alors, pour revenir un petit peu en arrière, j'ai fait un DESS, donc maintenant un Master 2, comme on dit, de gestion marketing franco-allemand, donc à l'université de Paris 3, il y a à peu près plus d'une vingtaine d'années. Et puis, à cause de cet atout, finalement, cette démarcation naturelle je dirais, d'investir dans l'allemand, eu la chance de pouvoir partir en Allemagne, d'enseigner l'allemand à l'université de Bamberg, en l'occurrence, en Bavière. Et ensuite, j'ai intégré, donc après effectivement avoir été consultant en économie et stratégie industrielle, j'ai intégré un grand groupe français qui s'appelle EDF, au moment même où effectivement EDF s'interrogeait sur son expansion européenne, son expansion mondiale, d'une manière générale, et il s'est trouvé effectivement que EDF a décidé de miser assez fortement sur l'Allemagne comme pôle de développement et comme deuxième marché finalement de l'énergie en Europe. Et mon rôle actuellement était justement de pouvoir conseiller, je dirais, un certain nombre de personnes, de directeurs, même la présidence d'ailleurs à un moment donné, sur justement les atouts de l'Allemagne en termes donc industriels, en termes énergétiques, en termes, je dirais, de développement futur, au-delà effectivement du Land de Baden-Württemberg, puisque c'est effectivement la société qui est, je dirais, filiale du groupe. Et l'allemand m'a énormément effectivement ouvert des portes, à la fois effectivement donc au niveau purement régional, donc du Land lui-même, mais également dans les entreprises partenaires énergétiques, puisqu'au début, effectivement, quand j'ai été recruté, il s'agissait bien évidemment de chercher des partenaires concurrents finalement de Framatome en termes de fourniture de turbines. Le concurrent naturel, c'était Siemens. Et ensuite, effectivement, l'investissement direct est venu se rajouter à la stratégie de l'entreprise. Et à partir de là, effectivement, l'allemand m'a réellement servi comme outil de travail finalement, au-delà de l'anglais, puisque tous les documents étaient en anglais, mais dans la négociation au jour le jour, dans l'approche du marché lui-même, et puis également dans les implantations, donc dans le fait de pouvoir effectivement être mobile, eh bien l'allemand effectivement était, je dirais, l'outil clé finalement de déverrouillage d'un certain nombre de problèmes qui effectivement n'auraient certainement pas trouvé de solution si effectivement on ne s'était cantonné à l'anglais comme langue de travail. Donc au-delà de la maîtrise de la langue, il y a effectivement cette maîtrise nécessaire de la culture, et je dirais les formations universitaires que j'ai reçues donc m'ont énormément servi dans cette démarche. Voilà. Aujourd'hui, c'est le premier jour de l'Avent. Cela me rend joyeux, comme tous les ans, c'est un réflexe. Dans les régions d'Alsace et de Lorraine-Mosellane, où la culture locale est apparentée aux pratiques allemandes ou suisses, on allume la première bougie de la couronne de l'Avent. On allumera une autre bougie de plus tous les dimanches, jusqu'à ce que Noël arrive. Le rôle de l'Avent est important, même pour les gens non croyants. On se prépare mentalement à la fête de Noël. On la sent arriver progressivement, et c'est une sensation agréable. C'est la fête de tous les sens. On peut voir les décorations de la ville ou des villages, mais aussi des maisons individuelles. La décoration intérieure dans les maisons, les broderies, les bouquets secs, le calendrier de l'Avent. On sent les odeurs des petits biscuits préparés par notre grand-mère, les épices dans le vin chaud ou les gâteaux, le sapin pratiquement partout dans les décorations. On entend la musique de fond dans les rues commerçantes, le brouhaha sur le marché de Noël ou au supermarché avant les fêtes. C'est aussi les animations dans les villages avec les contes et les spectacles. On a souvent autrefois, quand on était enfant, tous travaillé pour préparer les pâtisseries avec la maman et la grand-mère. Il fallait couper, hacher, éplucher, broyer. On manipulait beaucoup plus de bougies, des petits objets décoratifs.
bricoler des tas de choses, des petits sapins de Noël, des petits Pères Noël avec de la paille, des fruits, du papier doré. On sent bien que ce n'est pas un réflexe. Je suis né et j'ai grandi du côté ouest des Vosges. Je n'ai jamais connu cette belle période de l'Avent, et je ne savais même pas que cela existait. Pas de biscuits de Noël, pas de gâteaux, pas de bougies. Le mois de décembre était un mois comme les autres. Seul comptait le 24 décembre pour le réveillon. Je vis aujourd'hui en Alsace, et je ne peux m'imaginer Noël sans le mois de l'Avent. Aujourd'hui, c'est le premier jour de l'Avent. Cela me rend joyeux, comme tous les ans, c'est un réflexe. Dans les régions d'Alsace et de Lorraine-Mosellane, où la culture locale est apparentée aux pratiques allemandes ou suisses, on allume la première bougie de la couronne de l'Avent. On allumera une autre bougie de plus tous les dimanches, jusqu'à ce que Noël arrive. Le rôle de l'Avent est important, même pour les gens non croyants. On se prépare mentalement à la fête de Noël. On la sent arriver progressivement, et c'est une sensation agréable. C'est la fête de tous les sens. On peut voir les décorations de la ville ou des villages, mais aussi des maisons individuelles. La décoration intérieure dans les maisons, les broderies, les bouquets secs, le calendrier de l'Avent. On sent les odeurs des petits biscuits préparés par notre grand-mère, les épices dans le vin chaud ou les gâteaux, le sapin pratiquement partout dans les décorations. On entend la musique de fond dans les rues commerçantes, le brouhaha sur le marché de Noël ou au supermarché avant les fêtes. C'est aussi les animations dans les villages avec les contes et les spectacles. On a souvent autrefois, quand on était enfant, tous travaillé pour préparer les pâtisseries avec la maman et la grand-mère. Il fallait couper, hacher, éplucher, broyer. On manipulait beaucoup plus de bougies, des petits objets décoratifs, bricoler des tas de choses, des petits sapins de Noël, des petits Pères Noël avec de la paille, des fruits, du papier doré. On sent bien que ce n'est pas un réflexe. Je suis né et j'ai grandi du côté ouest des Vosges. Je n'ai jamais connu cette belle période de l'Avent, et je ne savais même pas que cela existait. Pas de biscuits de Noël, pas de gâteaux, pas de bougies. Le mois de décembre était un mois comme les autres. Seul comptait le 24 décembre pour le réveillon. Je vis aujourd'hui en Alsace, et je ne peux m'imaginer Noël sans le mois de l'Avent. Bonjour, alors je vais vous parler de mon équipe de hockey préférée, c'est le Canadien de Montréal. C'est la meilleure équipe de hockey de la Ligue nationale. Bon, en fait, c'est pas tout à fait vrai, mais disons que cette année, il se situe assez bien au classement. Le capitaine est Saku Koivu. C'est un Finlandais ou un Suédois, je pense. Sinon, notre vedette Alex Kovalev est un Russe. Donc, on a quand même beaucoup de joueurs européens. Ce sont d'excellents joueurs. Ils ont des bonnes mains. Ils ont des bons tirs du poignet, etc. Alors, voilà, j'espère que mon club va gagner la Coupe Stanley cette année, qui est évidemment le trophée qui est remis à la meilleure équipe de la Ligue nationale de hockey. Voilà, je leur souhaite bonne chance, même si je ne peux pas suivre les matchs d'ici en Europe, où c'est difficile de suivre les matchs. Bonjour, je m'appelle Charles Bérubé, je viens du Québec, du nord-ouest du Québec, en Abitibi-Témiscamingue. J'aime bien les sports d'hiver. L'hiver, je pratique, je fais du snow, je fais du skidoo, du ski de fond, beaucoup de sports d'hiver. Je joue au hockey avec mes chums à l'aréna. Donc, j'adore l'hiver. Ici, en France, c'est pas vraiment un hiver particulièrement intéressant. C'est humide, c'est froid, mais il n'y a pas de neige. On peut pas vraiment profiter des sports d'hiver. Sinon, il faut aller dans les Alpes. Et j'en ai profité quand même il y a une semaine pour aller faire du ski dans les Alpes. C'était vraiment une expérience extraordinaire. Je le recommande à tout le monde. Voilà, le checkpoint Charlie était un point de passage, un des 7 points de passage qui existaient entre Berlin-Ouest et Berlin-Est, évidemment, toujours d'Ouest en Est. Et il était réservé notamment aux étrangers que nous sommes,
aux diplomates et aux militaires. Alors je vais vous raconter une petite anecdote sur le passage, notamment comment ça s'opérait entre l'Ouest et l'Est, lorsque à l'époque, dans les années 70, avec ma fiancée à l'époque qui est allemande, nous voulions aller visiter Berlin-Est, notamment l'Opéra ou bien le musée de Pergame. On passait tout simplement, moi et ma famille qui étions français au checkpoint Charlie. Elle était obligée, ayant une carte d'identité d'Allemagne de l'Ouest, de passer à un autre point de passage. Et puis si on avait un invité qui était finalement tout simplement un Berlinois, lui-même passait à un troisième point de passage. La chose était la suivante, on perdait quand même 1 voire 2 heures pour passer d'ouest en est. On était obligé de changer notre argent de 1 mark ouest pour 1 mark est. Alors côté ouest on pouvait le changer 1 pour 10. On était évidemment retenu par des gens pas très sympathiques, surveillés, contrôlés, et après il fallait se retrouver de l'autre côté, ce qui veut dire qu'une visite à Berlin-Est, vous le faisiez une fois, et peut-être que la fois d'après vous réfléchissiez si vous y retourniez, étant donné la façon dont on vous acceptait ou on vous recevait. Donc voilà un peu ce qu'il en est de ces passages. Ces endroits qui ressemblent beaucoup à des endroits très touristiques étaient des endroits très lugubres. Le passage à l'Est, c'était quelque chose qu'on faisait une fois, mais pas trop souvent. Voilà, le checkpoint Charlie était un point de passage, un des 7 points de passage qui existaient entre Berlin-Ouest et Berlin-Est, évidemment toujours d'ouest en est. Et il était réservé notamment aux étrangers que nous sommes, aux diplomates et aux militaires. Alors je vais vous raconter une petite anecdote sur le passage, notamment comment ça s'opérait entre l'Ouest et l'Est, lorsque à l'époque, dans les années 70, avec ma fiancée à l'époque qui est allemande, nous voulions aller visiter Berlin-Est, notamment l'Opéra ou bien le musée de Pergame. On passait tout simplement, moi et ma famille qui étions français au checkpoint Charlie. Elle était obligée, ayant une carte d'identité d'Allemagne de l'Ouest, de passer à un autre point de passage. Et puis si on avait un invité qui était finalement tout simplement un Berlinois, lui-même passait à un troisième point de passage. La chose était la suivante, on perdait quand même 1 voire 2 heures pour passer d'ouest en est. On était obligé de changer notre argent de 1 mark ouest pour 1 mark est. Alors côté ouest on pouvait le changer 1 pour 10. On était évidemment retenu par des gens pas très sympathiques, surveillés, contrôlés, et après il fallait se retrouver de l'autre côté, ce qui veut dire qu'une visite à Berlin-Est, vous le faisiez une fois, et peut-être que la fois d'après vous réfléchissiez si vous y retourniez, étant donné la façon dont on vous acceptait ou on vous recevait. Donc voilà un peu ce qu'il en est de ces passages. Ces endroits qui ressemblent beaucoup à des endroits très touristiques étaient des endroits très lugubres. Le passage à l'Est, c'était quelque chose qu'on faisait une fois, mais pas trop souvent. Le carnaval en Guadeloupe commence dès début janvier, après l'épiphanie, où le week-end on aperçoit des petits groupes de personnes qui répètent, qui chantent, qui dansent, qui terminent leur costume. Et l'ambiance va monter de plus en plus jusqu'au dimanche avant Mardi Gras, où là les défilés vont commencer, où on peut voir les magnifiques costumes traditionnels de la Guadeloupe, des costumes multicolores, de tissu madras comme on les appelle. Et ceci jusqu'à atteindre l'apothéose le jour de Mardi Gras, où là ça va être le moment des élections, donc du concours du meilleur char, de la meilleure danseuse, du meilleur chanteur. On peut aussi voir des marathons de danse qui durent toute la nuit. Et le lendemain de Mardi Gras, ça va être une toute autre ambiance, c'est le jour qu'on appelle le mercredi des cendres, où là les Guadeloupéens vont se déguiser en diable et en diablesse. Ils seront habillés uniquement de couleur noire et blanche. Et le soir de ce mercredi des cendres, il va y avoir un grand feu de joie où les gens vont brûler un pantin que l'on appelle Vaval, qui représente le roi du carnaval. Et ce pantin sera brûlé pour en fait montrer que le carnaval se termine. Dans mon garage, il y a une Jeep. Une Jeep, c'est un plaisir que je me suis fait. Donc pour expliquer en 2 mots ce qu'est une Jeep, c'est le premier 4x4. La première voiture 4x4 qui a été sortie par l'armée américaine pour la Deuxième Guerre mondiale. Donc en 1942, elle a participé au débarquement de Provence. On l'appelait la Willis, la Jeep Willis MB. Voilà. Et donc c'était une petite voiture de liaison que l'armée américaine utilisait. C'est la première fois que dans l'armée il y avait une petite voiture. Jusque-là, on avait toujours des camions, pour transporter des troupes, on marchait à pied et il fallait des petits véhicules. Donc c'est une jolie voiture qui plaît à énormément de monde. Et donc
donc depuis jeune, je rêvais toujours d'acquérir un modèle. Et il s'avère que il y a 2 ans, j'ai pu concrétiser mon rêve en trouvant une, à une centaine de kilomètres de chez moi. Elle était en très bon état. Alors, c'est aussi une Jeep, seulement au lieu de s'appeler Willys, elle s'appelle Hotchkiss. Donc en 2 mots, l'histoire veut que cette Jeep est sortie en 1942 pour la Deuxième Guerre mondiale, comme je disais plus tôt, et quand la guerre s'est terminée, les Américains ont laissé toutes leurs Jeeps à l'armée française qui avait besoin de matériel. Donc cette Jeep a continué à être fabriquée en Amérique et envoyée en France jusqu'en 1957, où l'Amérique décide d'arrêter cette Jeep, donc la Willys MB. Et quand la guerre s'est terminée, les Américains ont laissé toutes leurs Jeeps à l'armée française qui avait besoin de matériel. Donc cette Jeep a continué à être fabriquée en Amérique et envoyée en France jusqu'en 1957, où l'Amérique décide d'arrêter cette Jeep, donc la Willys MB, et propose à la France une nouvelle Jeep qui ne convient absolument pas aux autorités françaises, car tout était étudié pour ce type de voiture, largage, amarrage dans les bateaux, dans les trains, voilà. Donc, et puis la France, n'ayant pas assez de moyens pour changer tout le parc, demande à l'Amérique de pouvoir continuer à la fabriquer. Et donc, il la fabrique, et son nom change et devient Hotchkiss M201. Voilà celle que j'ai. Et donc, qui a été construite par la France de 1957 jusqu'en 1969. Voilà. La mienne, donc ma Jeep, est de 1961. Elle est en très bon état, donc elle a couleur kaki militaire, que je garde pour des raisons de collection. Et voilà, c'est une petite voiture, toute petite, qui est appréciée par tout le monde, entre autres mon père qui a 80 ans a vu les Américains arriver en 1944, ma génération a tous fait notre service militaire et donc conduit ces Jeeps dans l'armée française, les gens qui aiment les voitures anciennes, les gens qui aiment les 4x4 et les jeunes qui n'ont jamais vu cette voiture, qui la découvrent car elle a énormément de charme. Voilà, on peut faire plusieurs voitures, c'est-à-dire on peut la capoter complètement, la décapoter aussi complètement, garder que le pare-brise et puis ensuite poser le pare-brise sur le capot, ce qui permet de rouler au grand air, pour la plus grande joie des enfants et des gens qui nous croisent dans la rue en nous saluant. Je m'appelle Michel, j'ai 55 ans, j'habite à Rennes. Je suis industriel dans le commerce des ferrailles et des métaux, mais dès que le temps le permet, en été ou au printemps, et que je peux m'échapper, ma passion c'est de grimper sur ma moto Harley Davidson et puis de chevaucher avec mes copains, ou bien localement, ou même des fois d'aller faire des balades beaucoup plus loin. Et c'est vraiment ma passion depuis maintenant 16 ou 17 ans. Et c'est vraiment ce qui me fait une compensation par rapport à une activité professionnelle assez intense. Et donc quand je suis sur ma moto, alors évidemment on pourrait rappeler les paroles de la chanson chantée par Brigitte Bardot en Harley Davidson, je ne reconnais plus personne, mais bon, sans aller jusque là, c'est vrai que la moto offre une impression de liberté et c'est de coller un peu aussi à la nature, puisque on est proche des bas-côtés, des champs ou des milieux que l'on traverse, et c'est vraiment une sensation de liberté dans un monde où on a l'impression d'être un peu oppressé par tout un tas de contraintes. C'est vrai que la moto offre encore cet espace de liberté, et je trouve ça formidable. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la Bretagne. Voilà, une région très très enrichissante premièrement par son climat, son paysage et l'intérieur des terres. Ici nous avons tout, la mer, la terre, le soleil. Car dans le Finistère Sud il fait très très beau, comme la Côte d'Azur. Par contre il y a aussi le Finistère Nord qui est plus sauvage, à cause de la météo parfois un peu chagrinante. Mais nous avons aussi beaucoup de spécialités, comme le homard breton, le homard bleu exactement, et aussi les crêpes bretonnes et le Queen Amman.
Il y a de nombreuses visites à faire en Bretagne, notamment les ports de pêche, Concarneau, Roscoff, et l'intérieur des terres avec les calvaires. Très riche en histoire religieuse, la Bretagne est une région magnifique. Quand vous visiterez Paris, vous vous apercevrez que c'est une ville plate. Toutefois, quand vous regarderez vers le nord de Paris, vous remarquerez qu'il y a ce qu'on appelle deux buttes. La butte Montmartre et les buttes Chaumont. Les buttes Chaumont sont en fait un parc situé dans le 19e arrondissement au nord-est de Paris, tandis que la butte Montmartre se situe au nord de Paris. Pour y accéder, vous avez plusieurs stations de métro. La station la plus habituelle pour aller à Montmartre est la station de métro Anvers. Mais vous avez également la station métro Barbès-Rochechouart, la station Pigalle, la station Lamarque-Conincourt, ou bien la station Abbesse. La station la plus agréable pour visiter le quartier de Montmartre, sans passer forcément par les endroits très touristiques, est sans aucun doute la station Lamarque-Conincourt, qui vous permettra de faire une promenade très agréable en passant par le nord de la butte Montmartre. C'est la moins connue et la plus agréable. Tout en haut de la butte Montmartre se trouve la place du Tertre, célèbre pour ses peintres amateurs qui vendent ce qu'on appelle des croûtes. Pour y accéder à cette butte Montmartre, vous avez le choix entre les escaliers, 222 marches, qui vous feront faire un petit peu d'exercice, ou bien ce qu'on appelle le funiculaire, un ascenseur sur des rails qui vous permet de monter assez rapidement, moyennant un ticket de métro, tout en haut de la butte Montmartre. Et vous y découvrirez l'église qui domine tout Paris, et n'oubliez pas qu'à côté de cette église, il y a une vieille église qui s'appelle l'église Saint-Pierre de Montmartre, beaucoup plus belle. Alors bonjour, je m'appelle Jackie, j'ai été serveur sur le bateau Le Marcellois, qui est actuellement sous l'eau. Il a coulé car apparemment la coque a lâché. Et j'ai travaillé dessus en tant que serveur, j'ai fait 2 ans de formation dessus. J'ai accueilli toutes les stars qui sont venues dessus. J'ai accueilli également les stars qui sont venues, Georges Clooney, Clémentine Célarié, Tom Cruise, Christian Clavier, tout ça. Et j'ai passé d'énormes moments dessus. Et franchement, je vous dis, c'est un très bon bateau. Est-ce que ces stars vous ont donné beaucoup de pourboire? Oui. Oui. Et pourquoi est-ce qu'il y a eu des stars qui sont venues ici? C'est une adresse. C'était pour des célébrations, des soirées anniversaires, des célébrations de mariage, des cocktails, des banquets anniversaires, tout ça, soirées animation, enfin c'était surtout pour des grands moments, quoi. Et vos horaires de travail en général, je commençais à 8h le matin, je finissais entre 3h30 et 4h de l'après-midi, le temps de nettoyer les tables, tout ça. Et ensuite, je revenais servir, refaire la mise en place le soir sur les coups de 6h. Et je finissais, il était entre 3h et 4h du matin à peu près. Donc c'était assez fatigant comme travail. Oui. Vous aviez un jour de repos? On avait 1 jour et demi de repos par semaine. Et vous continuez à travailler en tant que serveur aujourd'hui? Oui. Enfin, plus maintenant parce que je recherche une place actuellement. C'est plus trop la saison, mais j'espère éventuellement trouver une place pour l'année prochaine. Merci. Je vous en prie.